Alors, je mets mes notes à côté quand même. Elles ne veulent pas apparaître, tant pis, on va faire ça à l'impro. Bonjour à tous, je m'appelle Mathias Lebrun. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur GitHub sous le nom Bloodyall. Je suis co-lead front-end développeur avec le monsieur qui est là et mon autre collègue qui est ici. Chez Swan.io, on recrute. Donc, si jamais ça vous intéresse, on fait du banking as a service. Venez nous parler à la fin. Nous, ça nous fait des cooptations. On est très content de les récupérer derrière. Je suis aussi co-organisateur de Paris.js, comme je le dissimule très mal, avec mon sweat très discret. Et je suis également cofondateur et j'écris des articles de blog et des podcasts sur le blog Putain de Code, avec également d'autres personnes qui sont ici. C'est vraiment une petite famille, hein. Donc, je vais vous parler d'intelligence collective. Quand on travaille sur un projet tout seul, c'est bien, on arrive à faire des petits trucs. Après, quand on commence à avoir des projets qui ont besoin d'un peu de scale, pour prendre un petit peu du vocabulaire de startup, on se retrouve très vite avec le besoin de faire travailler plusieurs gens en même temps, parce que sinon, tout seul, on n'avance pas vraiment très loin. Et donc, pour ça, on a besoin de faire collaborer des êtres humains entre eux pour les faire réussir à bosser sur une même code base ou sur plusieurs code bases différentes et se synchroniser en travaillant. Mais la collaboration, c'est difficile. Ça force les gens à ne plus se concentrer uniquement sur du code, mais également à se concentrer sur le fait de collaborer les uns avec les autres, le fait d'échanger sur leurs pratiques, le fait de reviewer leur code, etc., etc. Et quand on a des humains qui parlent à d'autres humains, on peut se retrouver très vite avec des phénomènes d'anxiété, des phénomènes d'incompréhension, des phénomènes de gens qui ne se comprennent pas, qui se fatiguent, qui s'énervent, et on en arrive à des conflits. Et donc, je vais vous présenter quelques petites choses que j'ai apprises, que j'ai entendues de différents contextes, de différents boîtes dans lesquelles j'ai travaillé ou que j'ai entendu d'autres gens travailler, de petits trucs qui peuvent aider à mettre ça en place. Alors déjà, un des trucs les plus importants, c'est de rendre la communication asynchrone. C'est de ne pas forcer les gens à vous répondre dans la seconde. Donc ça, c'est un effort d'attente de la part de quelqu'un qui... Enfin, il faut baisser votre attente sur le temps de réponse que vous allez avoir, mais également, il faut comprendre que c'est mieux pour vous si vous n'êtes pas obligé de répondre dans la seconde à quelqu'un. Donc là, on réduit le stress global parce qu'on réduit l'urgence de la communication. Ensuite, là, je vais être très, très terre à terre, mais c'est utiliser le tooling qui est à votre disposition pour ça. GitHub, GitLab, ils ont des features qui sont très pratiques pour dire j'ai une PR qui est en train d'être, je suis en train de bosser dessus mais j'ai pas fini, donc ça sert à rien de la reviewer. Vous pouvez les ouvrir en mode draft vos PR pour dire j'ai besoin d'un coup de main, viens jeter un œil, mais juste t'emmerdes pas à reviewer jusqu'au bout. Et quand vous avez fini, vous pouvez ouvrir la PR, comme ça enverra une petite notif aux gens et ça leur dira là c'est bon, tu peux y aller. Il y a des petits boutons également pour dire aux gens reviewez s'il vous plaît. Donc ça envoie une petite notif, c'est pareil. Ça rend la communication asynchrone dans le sens où la personne verra ses mails quand elle voudra ses mails et là, il ne faudra pas la faire chier sur Slack pour dire ah tiens, review ma PR s'il te plaît. Parce que c'est un peu relou en vrai. Et quand tout est bon, on y va. Quand tout le monde a validé le projet. Et pour ça, on a juste besoin d'utiliser du tooling, on n'a pas besoin d'interaction particulière. Un autre point qui est très important, c'est quand vous ouvrez une PR, mettez du contexte dans votre PR. Foutez pas juste 100 lignes de code avec pas d'explication et juste review, s'il vous plaît. Votre contexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez expliquer pourquoi vous proposez un changement, comment vous résolvez un problème, comment vous créez une nouvelle feature. Et le quoi, de toute façon, c'est le code qu'il y aura dans la PR. Donc juste, vous avez besoin de pourquoi je fais ça et en gros, comment je l'ai fait. N'hésitez pas à utiliser les commentaires inline quand vous avez des bouts de code où vous savez que vous allez avoir des questions parce qu'ils sont un peu complexes ou un peu bizarres. Ça peut lancer une conversation sur ces endroits-là et ça peut être utile quand vous n'avez pas forcément besoin de mettre ça comme commentaire dans le code, mais juste comme petite précision. Voilà, je l'avais écrit. Ensuite, pour être sympa avec les autres, quand même, l'asynchrone c'est bien, mais quand même, ne laissez pas non plus des PR ouvertes pendant 4 semaines sans aller checker. Regardez quand même de temps en temps si on vous en demande pas une review ou deux, ça peut quand même débloquer des gens et qu'ose pas forcément vous demander, va vérifier. Donc ça peut être pratique. Celui-là, je vais le marteler, mais
ne bike shadez pas. Alors, le bike shading, c'est un truc, c'est une loi, ça s'appelle la loi de Parkinson, c'est un machin, ça te dit que si tu as des gens qui sont payés et qui font un conseil pour s'occuper de designer un réacteur nucléaire, ils vont passer la moitié de leur temps à discuter de la couleur de l'abri à vélo en face. C'est toujours le cas dans des projets de code. Ça, c'est une peinture de Léonard de Vinci. En fait, il y a un truc qui est vraiment inutile, c'est débattre de choses qui pourraient ne pas être débattues. Par exemple, juste le style de code. Le style de code, il y a 10 ans, on n'avait pas Prettier. C'était horrible. C'était horrible. On avait des reviews qui duraient 8 ans avec 60 commentaires, dont 55 disaient « Ah tiens, j'aurais plus vu un tab, là j'aurais plus vu une semi-colonne ». Foutez un outil, ça plaira pas à tout le monde, ça plaira peut-être même à personne, mais au moins tout le monde sera à la même enseigne. Et comme ça, on parle de choses qui sont importantes plutôt que de parler d'esthétique. De la même façon, éviter le nitpicking, donc c'est juste pointer du doigt un petit détail, parce que vous avez vu un petit détail, c'est pas grave, si jamais il y a une petite faute d'orthographe dans un commentaire, ça vaut pas le coup, vous mettez juste dans votre commentaire, si vraiment vous avez besoin de le lire, si vous sentez une envie irrépressible de faire le commentaire, vous dites juste nit pour indiquer c'est pas important, et une convention, c'est de dire un commentaire en nit, bah, la PR, je l'approuve même si le truc n'est pas corrigé. C'était juste une petite remarque comme ça et il n'y a pas besoin de bloquer un approval parce que quelqu'un a fait une faute d'orthographe dans un commentaire. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Également, scoper vos reviews. Souvent, il peut arriver qu'on détecte au travers d'une PR qui a un certain sujet qu'en fait, dans le même fichier, il y avait un autre truc qui ne marchait pas. On le voit juste dans les petites lignes qui dépassent au-dessus dans le contexte de la PR. Ne demandez pas à la personne qui a bossé sur cette PR de corriger un truc qui n'était pas dans le scope de ce qu'elle a fait. Ouvrez une autre PR, ouvrez un autre ticket, mais sinon, vous vous retrouvez avec des PR qui mettent 8 ans à aboutir parce qu'on remarque toujours un truc et on ne s'en sort pas. Ensuite, là, on va être plus dans le côté langage dans les reviews. N'antagonisez pas les gens, tout simplement. Réduisez le conflit. Alors, comment ça se passe? C'est d'abord d'utiliser des pronoms on ou nous dans les reviews, c'est de dire est-ce qu'on ne devrait pas faire comme ça plutôt que pourquoi tu as fait ça comme ça. Parce que vous êtes dans la même équipe, vous allez partager le code quoi qu'il arrive. Donc, essayez juste de poser des questions qui vont inclure la personne. Ça va éviter des conflits non nécessaires et de toute façon, vous allez en hériter aussi de ce code. Utilisez des tons, un ton passif plutôt, et quand vous parlez quand vous émettez un avis personnel, précisez que c'est un avis personnel, que vous pensez que c'est mieux de le faire comme ça, mais ne pas être dans des absolus totaux. Et quand je dis une voix passive, c'est est-ce que c'est pas mieux si on fait ça plutôt que corrige-moi ce bug. Ensuite, utilisez des questions plutôt que des phrases qui vont être directives. Parce qu'en vrai, peut-être vous dites une connerie et posez sous la forme d'une question déjà, vous passerez moins pour un con. Et ça veut dire qu'il y a peut-être une réponse à votre question, en vrai. Vous vous demandez pourquoi quelque chose est comme ça. Peut-être que ça va orienter la personne qui a produit du code à se dire « Ah oui, tiens, j'aurais peut-être fait ça comme ça ». Mais peut-être aussi qu'il vous manque complètement des morceaux de contexte de pourquoi c'est fait comme ça et vous allez vous coucher moins con. Donc en gros, si je résume un petit peu, plutôt que de dire « Changez ça s'il vous plaît », est-ce qu'on peut changer ça? Je pense que plutôt que tu dois faire ça, plutôt suggérer des raisons de pourquoi faire quelque chose plutôt que juste d'être très directif et juste de dire fais ça. Et qu'est-ce que j'avais mis en dernier? Oui, voilà, par exemple, plutôt essayer d'exprimer, moi je pense que c'est pas nécessaire, mais tu peux quand même peut-être m'éclairer sur la raison de pourquoi il y a ça dans la code base. Ça, c'est très con, mais utiliser des emojis, parce qu'à l'écrit, on se rend compte, mais quelque chose de neutre, ça peut être perçu comme agressif très facilement. Et du coup, n'utilisez pas ces deux emojis-là, ça, je vous l'interdis formellement. N'utilisez pas de ponctuation agressive. Ça, bizarrement, des fois, il faut le rappeler. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens pour qui, genre, 4 points d'interrogation, c'est normal. Je ne sais pas. Utilisez des blagues si jamais vous voulez, mais seulement si ça ne va pas taper sur une personne. Si ça ne va pas mettre la personne mal. Si vous avez un doute, ne le faites pas. Essayez toujours de chercher l'accord
on va dire l'approval, j'en sais rien. Je ne sais pas parler français de toute façon. Essayez toujours de chercher un consensus quand vous allez faire une review. L'objectif, c'est que tout le monde soit content à la fin. Et c'est que, parce que vous avez une code base à tout le monde dans la boîte, et donc vaut mieux que tout le monde soit content dedans. Donc, vaut mieux se comprendre et récupérer les avis de tout le monde. Ça peut faire des débats, ça peut faire que la PR elle va être mergée un peu plus tard, mais au moins, tout le monde aura un niveau d'information qui sera mieux. Aussi important, montrer de l'appréciation du travail de l'équipe. Quand quelqu'un fait un truc bien, c'est bien de le dire. Pas juste remarquer les aspects négatifs. J'ai vu plein de boîtes où les reviews ne servent que à dire corrige ça, corrige ça, corrige ça. Et il n'y a même pas un petit ah tiens, nice job quand même. Tu as passé 2 mois sur ta feature. Non, même pas. Donc soyez constructifs, ne soyez pas têtus. C'est un petit peu bateau, mais bon. Et aussi, même en dehors de la tech, n'hésitez pas à mettre en valeur les gens qui ont travaillé sur quelque chose au reste de la boîte. C'est aussi important pour le sentiment d'accomplissement au sein d'une boîte. C'est qu'il y a des boîtes où il y a le pôle tech et on a foutu 25 personnes dans une cave, ils produisent du code et puis ça fait un produit. C'est bien aussi que les gens se parlent entre eux, les gens se félicitent entre eux et que tout le monde sache et tout le monde soit fier de son travail. Et en gros, si je résume, en fait, j'aurais pu faire une slide, c'est soyez empathique, c'est juste que je voulais mettre des petits exemples pour que ça fasse bien. J'ai mis un peu tout un résumé de ces trucs-là dans un repo sur GitHub. Ce que pas mal à faire, moi je l'ai fait sur plusieurs projets, c'est de rajouter ça comme un code of conduct ou comme différents trucs sur vos repos directement. Ça fait un petit référentiel. Pour les nouveaux, quand ils arrivent, ils savent un petit peu comment on fait. Donc, servez-vous, c'est open source, c'est licence MIT, je crois, donc vous en faites ce que vous voulez. Et voilà, j'espère que j'ai fait vite. Ouais, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, parfois, je crée une request pour une fonctionnalité, je l'ajoute. Et à la fin, quand on émerge, en fait, on trouve qu'il y a un petit bug, par exemple, juste une variable qui n'a pas été déclarée, quelque chose comme ça. Je me demande qu'est-ce qu'on doit mettre comme un titre. Parce que j'en ai marre, en fait, d'utiliser à chaque fois fixe, typo, quelque chose comme ça. Ça m'arrive, en fait, à fixer les bugs, mais je prends un moment, en fait, à penser à mettre quelque chose, en fait, de mettre, d'écrire mon titre, en fait. Dans ce cas-là, tu parles du commit, du nom du commit? C'est ça, pour Quest. Oh, le nom du commit, là, fixe typo, moi, ça me va très bien. Si c'est pour une PR, là, je parlais vraiment plus du comment signaler à la personne qu'elle a oublié sa variable. Et dans ce cas-là, plus dire, ah, je pense que ça marche pas, par exemple. Ou, ou il manque peut-être une variable, j'en sais rien. Mais après, sur les commandes, sur les commits, ça, c'est plus un truc d'équipe. C'est vraiment ce sur quoi tu t'es mis d'accord avec tes collègues qui comptent. Et désolé d'avoir pris la parole comme ça, mais il était à côté de moi. Peut-être que si quelque chose comme ça se produit, tu peux juste nommer ce qui s'est passé. Et donc, fix typo, c'est fix typo wesh, en wesh ma gueule. Et l'exemple est très mauvais, hein, c'est fait exprès. Mais tu peux prendre n'importe quel autre exemple et dire réellement ce que tu as fait, soit dans ton message, soit au contraire, ce que tu n'as pas compris. Et plutôt que fix typo, tu peux réellement mettre tout ce qui se passe. Et en général, même si ça fait de la lecture superflue, les gens qui te relisent, eux, c'est pas superflu pour eux, puisque c'est exactement ce qu'ils attendent. Donc au contraire, c'est un gain de temps pour eux, en vrai, je pense. Une autre question? C'est la dernière, après ce sera le buffet quand même, on a faim.
Une petite question sur moins sur les relations interpersonnelles, plus sur les bonnes pratiques de code. Pour certains trucs, ils vont demander un refacto qui on dit ah, ça passe, ça marche, mais ça pourrait être un peu plus joli. Ou est-ce que c'est du nitpicking? En gros, la frontière entre le nitpicking et ces problématiques, ça ne peut pas passer en prod. Je dirais s'il y a vraiment un intérêt fonctionnel. Enfin, ce que j'appelle nitpicking, c'est vraiment une préférence personnelle sur un truc où objectivement, il n'y a pas de valeur ajoutée. Si c'est un truc où tu vas te dire, ouais, bon, si c'est découpé en deux fonctions et que ça se lit mieux, là, en fait, c'est dans la partie être constructif, c'est ça que je veux dire, c'est si tu peux poser la question de dire, est-ce que ça te paraît pas plus clair si on fait ça comme ça? Si tu arrives à un consensus, en général, les gens ont pas de mal à se mettre d'accord sur des sujets. En fait, c'est juste nitpicking. Ouais, si vraiment c'est juste de l'esthétique ou de la préférence perso. Après, sur le naming, c'est un sujet qui est toujours difficile parce que personne n'y arrive. Mais non, tant qu'objectivement, ou en tout cas au sein de l'équipe, la majorité est d'accord que ça va améliorer la clarté ou la maintenabilité ou quoi que ce soit. Là, dans ce cas-là, c'est pas du nitpicking. Ça marche, merci. Bon, c'est bon, on peut aller au buffet, merci beaucoup. Non.